J'ai réappris à apprendre et c'est sans doute un sujet pour les dirigeants d'entreprises, en France ou ailleurs dans le monde. Quand on est au cœur de l'activité économique, on n'apprend plus rien, en fait. Il y a plein de sujets, je me suis fait la liste de tous les trucs sur lesquels je voulais rencontrer des gens, voilà et réapprendre, lire, et cetera. Je suis Isabelle Hébert, je suis, une dirigeante, de l'assurance et de la santé, et très engagée et militante de l'éducation. Je suis franco-suisse, j'ai vécu la moitié de ma vie en France et l'autre moitié, aux États-Unis. La première fois que j'ai rencontré Isabelle, c'était lors des grèves contre la réforme des retraites. Isabelle était alors dirigeante d'une grande mutuelle. Depuis, elle a quitté cette fonction et en a profité pour prendre du temps, réfléchir. Elle a initié ses réflexions autour de ses thèmes de prédilection, la santé et l'éducation. Elle s'est interrogée pendant la crise sanitaire sur l'apport des nouvelles technologies dans ces domaines. Poser son regard sur une société où l'on valoriserait plus ceux qui prennent soin de l'autre. Elle y a cherché les fondements du rôle qu'elle veut tenir dans la société. Aujourd'hui, Isabelle a retrouvé un poste dans un groupe de protection sociale et patrimoniale. Et elle veut faire profiter pleinement aux autres de ses enseignements et de son utilité. Ce qui est intéressant sur les 2 mondes, comment dire? Qui sont un peu mes passions, je sais pas si c'est mes 2 métiers ou si c'est mes 2 engagements militants, ça se mélange un peu, d'un côté ou de l'autre, à savoir la santé et l'éducation. J'ai réalisé que je les regardais d'une certaine façon, on va dire comme des secteurs d'activité, comme des métiers, comme des marchés peut-être, et qu'en fait, avec ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire, que tout d'un coup le monde pouvait s'arrêter, bah, ils étaient peut-être, beaucoup plus importants que juste, un secteur d'activité, un métier, mais ils étaient des sortes de biens communs. Alors ça m'est venu d'abord sur la santé, me dire: «Ah ouais, mais en fait, si la santé s'arrête, bah, tout s'arrête en fait, il y a plus d'économie, il y a plus d'enseignement, il y a plus d'alimentation, il y a plus rien en fait. Si la santé est pas là, il y a plus rien et jusqu'à présent, je pensais qu'il y avait des gens qui s'occupaient de la santé et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens qui pouvaient, s'intéresser à la santé, même si c'était pas entre guillemets «leur métier». Alors, c'était, Decathlon, c'était, LVMH, c'était, Yves Rocher, c'était, les écoles de commerce, tout le monde en fait essayait de se mobiliser sur le champ de la santé et puis après je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait sur l'autre truc qui t'intéresse dans la vie, c'est-à-dire, le» alors parfois je dis l'enseignement, ou l'éducation, mais en fait, heu, je trouve que c'est des mots qui sont un peu unilatéraux, et un peu durs, un peu rigides j'aime bien plutôt on va dire l'éducation ou l'enseignement, l'idée de l'apprendre. L'apprendre parce que, je vais t'apprendre un truc et j'apprends, et donc c'est une sorte d'objection. Il y a pas quelqu'un qui t'enseigne et quelqu'un qui reçoit l'enseignement, c'est voilà, j'ai l'impression que le mot apprendre, c'est une sorte d'objection. Donc je me suis dit sur le monde de l'apprendre, il s'est quand même passé aussi quelque chose de comment dire? De spécifique. On pouvait plus apprendre pareil et donc quand, il y a même juste quelques mois, le sujet des EdTech ou de l'utilisation de la technologie au service de la pédagogie, c'était un peu obscur, c'était un truc, ouais, pour initier, voir ça pouvait sembler être, un contre-pouvoir, une contre-culture, par rapport au monde de l'éducation nationale et en fait, on s'est aperçu qu'en l'espace de quelques jours même, on n'avait juste pas le choix et que donc comme en santé, on n'avait par exemple pas le choix de faire des téléconsultations par vidéo, bah, on n'avait pas le choix de faire de la télé-apprend, enfin de la télééducation. Comment tu as fait toi avec tes enfants? Sincèrement, du jour au lendemain où ils ont plus, été en classe, ils ont fait, bah, les cours par Teams, les cours par Zoom, le transfert des documents par école directe et en fait, de ce que je croyais être un truc super dur à mettre en place, que jamais les lycées, les collèges, les primaires mettraient en place, bah, en fait, en quelques jours, c'était pareil avec la santé. En quelques jours, bah, tout le monde trouvait que la technologie au service de la pédagogie, c'était un super truc, quoi. Et de la même façon que pour la santé, je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, il est en train de se passer un truc». Des choses que tout le monde nous disait: «C'est impossible, c'est inaudible, on n'en veut pas, c'est contraire à notre philosophie». Bah, je me suis dit: «Ah ouais, en quelque temps,
on a démontré le contraire de tout ce qu'on disait depuis des années. Pour toi, ça peut être un coup d'accélérateur, justement? Souvent dans les crises, c'est là où il y a le plus, d'innovation, le plus d'adaptation. Tu penses que ça peut être un coup d'accélérateur pour changer? Bah, en fait, le 1er mois du confinement, je me suis dit: «Oh là là, on est tellement bêtes en France qu'on est capable, une fois que c'est fini, de dire: "Non mais c'est bon, on n'en a plus besoin, on revient à the good old way", la santé avec le vrai docteur vraiment en face de soi, l'école avec le vrai prof vraiment en face de soi». Et là, je pense que, 1 mois de plus et le fait que chacun y ait entre guillemets «trouvé son compte» et trouvé quelque chose de plus que ce qu'il avait avant, je pense qu'on reviendra pas en arrière. C'est comme avec le sujet du télétravail pour le monde de l'entreprise. Je suis sûre qu'on essaiera de garder le meilleur pour que, bah, voilà, tout en utilisant comme on faisait avant, en utilisant, comme on a fait à cette période-là. Qu'est-ce qui te donne, cette certitude? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens s'interrogent, sur, le monde d'après, sur justement, y aura-t-il des bouleversements ou des changements profonds? Qu'est-ce qui, toi, te donne cette certitude ou cette confiance? Je crois vachement, à l'importance de l'expérience. Quand on a expérimenté quelque chose, c'est vraiment difficile de l'oublier et de se dire que ça a jamais existé. Et quand on a tant qu'on n'avait pas expérimenté l'intérêt de la technologie, entre un enseignant et un enfant, bah, on pouvait toujours se dire que ça servait pas. Mais là, je pense que, hem, un enfant aujourd'hui, bah, il a compris ce que ça pouvait être que d'envoyer un mail à sa maîtresse ou à son prof d'anglais de 5e. Et le prof d'anglais, il a vu que c'était pas enfin, que c'était gérable, que c'était pas compliqué, que ça établissait aussi, je pense, un dialogue d'une toute autre nature. Moi, je regarde les mails que mes enfants envoient à leurs profs, ils sont d'une toute autre nature de ce que moi, voilà, j'arriverais à écrire à un enseignant ou à l'époque, j'aurais pu faire beaucoup moins formel et le fait qu'ils fassent des SMS, je pense que l'enfant, il aura établi dans cette période-là un lien avec son enseignant, peut-être pas tous, hein, mais avec les enseignants qui auront été vraiment, à l'avant-garde de tous ces trucs-là, qui sera différente, qui lui apportera quelque chose. Et je pense qu'un enfant, il aura vécu cette expérience, il pourra pas l'oublier et il se dira: «Bah, si le prof, il veut plus qu'on échange par mail ou par SMS s'il y a un sujet, c'est bête quand même». Et je pense que l'enseignant, de son côté, heu heu heu, il y en a enfin, peut-être pour certains, l'utilisation de la techno, l'utilisation des communications en réseau et des communautés, c'était la peur, le risque que les enfants se liguent entre eux pour dire du mal de l'enseignant, qu'il y ait des blagues, que le truc soit incontrôlé, qu'il y ait des vidéos ridicules, des trucs comme ça. Et que donc peut-être, par exemple, tout ce monde de la communauté entre l'enfant et l'enseignant et des moyens de communication à la fois bilatéral et multilatéral, peut-être lui faisait peur. Et là, je pense, en tout cas, sur ceux que je connais qui sont enseignants dans mes proches ou ce que j'ai pu voir avec mes enfants, je pense qu'ils y ont vu du meilleur. Et donc, une fois qu'on a expérimenté quelque chose, dur de l'oublier et si on peut y retenir du meilleur, je pense qu'il en restera forcément quelque chose et le risque qu'on aura, pour les enfants d'ailleurs comme pour les enseignants, c'est un truc à 2 vitesses. Il y aura ceux qui se diront: «Ah ouais, en fait, c'est cool, quoi». Ça ajoute une dimension à ce qu'est ma classe, à la fois pour l'enfant et pour l'enseignant. Et puis il y aura ceux qui n'auront pas joué le jeu, voilà, le prof de philo qui aura pas voulu en partager sur le site Teams de la classe et ben, en fait, il y aura peut-être même 2 salles de classe. C'est quand on est dans le monde de l'éduc, il y a toujours ce mythe de la salle des profs. Il y a la salle de classe et il y a la salle des profs. Et en fait, je pense que le post-confinement, la salle de classe, elle est plus exactement la même parce qu'elle a presque pris une troisième dimension, quoi. Et la salle des profs, peut-être qu'il y aura entre guillemets plus une salle de profs, mais 2 salles de profs parce qu'il y aura, voilà, il y aura ceux qui le feront comme avant, avec le café et les copies sur la table et ceux qui auront expérimenté autre chose et qui voudront continuer à le vivre. Est-ce que tu crois pas que justement il y a parce qu'on en a beaucoup parlé aussi autour de l'éducation, de la continuité pédagogique, mais de la fracture numérique, c'est-à-dire de familles qui n'ont, pas accès ou qui ont pas d'imprimante chez eux ou qui ont pas internet ou qui ont pas d'ordinateur, qui ont peut-être juste une tablette pour toute la famille. Est-ce que ça risque pas justement de creuser aussi,
certaines inégalités parce que là, on a pu se rendre compte que aujourd'hui, encore aujourd'hui, tout le monde n'est pas égal par rapport au numérique et par rapport au digital. Ça, c'est vraiment un truc qui me désespère, en fait. L'écart, en fait, il va grandir, mais de façon exponentielle. Il y a ceux qui, en fait, auront non seulement, fait le boulot qu'ils avaient, mais voilà, parce qu'ils auront appris à utiliser de nouvelles technologies, ils auront visité des musées sur internet, ils auront regardé des, des films, fait des activités sur internet et ils auront même presque plus grandi que peut-être, s'ils avaient été dans un parcours strict, scolaire. Et puis il y a ceux qui auront été vraiment déconnectés et comment on les reconnectera? Je pense que ça va être vraiment très violent, très, très compliqué pour les enseignants à la rentrée que de remettre dans le game, ceux qui en fait, ils n'auront pas fait 2 mois de confinement, ils en auront fait 6 quoi. Et ça peut changer une vie, ça peut changer une personnalité en fait. Sans parler une autre chose qui me comment dire? Qui d'un point de vue engagement et militant me stresse énormément, c'est les forcément aussi les violences faites aux enfants. Donc un contexte où peut-être ils auront été déconnectés de l'école. Un, ils n'auront pas appris et 2, ils auront été mis dans des huis clos, qui peut-être auront amené à une violence supplémentaire et ça, c'est la pire des injustices. Donc ouais, je pense que malheureusement, la crise, elle va avoir creusé les écarts de façon dramatique. J'ai lu une tribune que tu as publiée il y a pas très longtemps où un mot a retenu plusieurs mots ont retenu mon attention, mais un a retenu mon attention, c'est la question de l'utilité. Quel regard toi tu portes sur la question de notre utilité et notre rôle individuel dans la société? Moi, entre guillemets, j'ai été élevée, au concept du care, pour avoir été longtemps aux États-Unis et pour moi, être utile, c'est évidemment avoir une valeur ajoutée, économique parce que sinon le truc il tient pas et le monde il avance pas, mais aussi avoir une valeur ajoutée sociale et parfois, bah, voilà, la balance elle penche d'un côté ou elle penche de l'autre et l'utilité, c'est de combiner voilà, quelque chose qui est économiquement viable parce qu'on peut quand même pas faire n'importe quoi et qui est socialement beau et socialement, pour moi, c'est care et c'est vrai que ce que je trouve, fascinant dans ce qui s'est passé dans cette crise, c'est que c'est les gens qui care, en fait, qui s'occupent des autres, qui ont été obligés d'être en première ligne justement pour s'occuper des autres, et donc c'est, l'infirmière, l'aide-soignante, la personne qui nettoie dans l'hôpital, mais c'est aussi sous une autre forme parce qu'il y en a plein qui se sont quand même posé beaucoup de questions, les enseignants, les personnels dans les EHPAD et donc moi je pense que, être utile, enfin un des gros facteurs, si on pouvait faire une équation, mais j'ai pas encore bien réfléchi l'équation, même si j'aime bien les maths. Si on pouvait faire une équation de l'utilité, faudrait que le facteur caring, il soit vraiment important. Le fait de pas faire des choses que pour soi, mais pour les autres. Tu vas pouvoir m'expliquer un peu le concept de care? Parce que, tu dis aujourd'hui on en parle beaucoup. Je suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est le care. C'est apparu, je crois au début des années 2010, en tout cas le concept est apparu en France, il y a une dizaine d'années, a été porté notamment par Martine Aubry. En tout cas moi je me rappelle que c'était Martine Aubry au début des années 2010. Mais est-ce que tu peux justement définir un peu selon toi c'est quoi le care? Ouais, c'était effectivement, Martine Aubry qui la première re à porter ce concept-là, et après je dirais après ça avait été un peu caricaturé, c'était un peu retombé dans l'oubli, on va dire, sur les 12 derniers mois et très fortement évidemment sur les dernières semaines. C'est redevenu, the buzzword quoi, le truc à la mode et en fait, comment dire? Pour avoir eu quasi comme langue deuxièmement maternelle ou paternelle, voilà, on va dire le français c'est ma langue maternelle, l'anglais c'est ma langue paternelle, heu, hem, le mot care ne se traduit pas en français. Hem et c'est intéressant d'ailleurs que ce soit le monde anglo-saxon qui est pas forcément toujours le plus caring, qui soit celui qui invente un mot qui se veuille le mot le plus humain. C'est dans un truc très laid, c'est prendre soin en fait. C'est s'occuper d'eux, accompagner, mais il y a aussi, et là c'est presque la contraposée, I don't care. J'en ai rien à faire en fait. Tu me dis ça, mais I just don't care. Est-ce que tu penses pas que c'est justement un peu tu dis ça a été un buzzword, c'est quelque chose de mais dans la période que l'on a vécue, il s'est passé quand même quelque chose qui est très étonnant, c'est que, l'économie, a arrêté de se retrouver au premier plan.
pendant un instant, est-ce que le care, c'est pas justement aussi remettre l'économie à sa place? Pour financer le CARE, il faut un minimum d'économie, en fait. Il faut pouvoir, avoir le matériel pour to care. Enfin, c'est d'ailleurs, tout le sujet des masques et cetera. Parce que, protéger, c'est care. Donc il faut un minimum d'économie pour pouvoir, financer le CARE. Mais ouais, c'est une autre dimension. Avec cette idée de d'une si le financier, c'est la valeur ajoutée, économique, enfin financière, boursière, et que ça, c'est une valeur ajoutée, humaine. Et c'est pas parce que, elle est humaine qu'elle est anti-technologique, en fait. Et c'est pour ça aussi que la EdTech, c'est intéressant. On peut faire du care. Le care, c'est pas forcément qu'une relation, de toucher, de vraiment de je te touche. On peut toucher, on peut accompagner, on peut être hyper caring avec une dimension, digitale, et au contraire, c'est l'alliance des 2 qui fait qu'on est encore plus puissant. Et donc ouais, je pense que ça amène une autre dimension, et finalement, ça résonne bien aussi avec, toutes les réflexions préalables, hein, de quelle raison d'être pour les entreprises, quelle mission pour une entreprise, et plus globalement, même quelle raison d'être pour un pays, en fait. Voilà, sur quel objectif de développement durable, esprit, ONU, on veut le plus investir. Donc ouais, peut-être que ça remet un peu les choses, à leur place. On a besoin des 2, mais vraiment des 2, quoi. Qu'est-ce qui t'attire par rapport à l'innovation, par rapport aux technologies? Tu parlais justement de la tech, tu parlais du digital. Ça te vient d'où ce goût ou cet attrait vers les nouvelles technologies, vers le digital? Les 10 ans que j'ai passés aux États-Unis, où beaucoup de choses qui maintenant sont très, très communes, partout dans le monde, et c'était avant les GAFA, hein, il y avait pas tout ça. Ils avaient quand même, et pour des raisons, pour être honnête, de productivité et d'efficacité économique, et aussi pour des raisons d'adresser une population sur un espace géographique très large. Ils avaient beaucoup réfléchi, dans le domaine de la santé notamment, sur, comment utiliser la technologie à bon escient. Et donc, ouais, quand il y a des endroits aux États-Unis ou en Amérique latine où on ne peut pas amener du soin, en physique, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans un contexte où on peut, faire des examens d'un côté à l'autre des États-Unis, et qu'il faut un moyen de véhiculer le dossier médical, et que ça peut pas être une partie papier, bah, comment on utilise la technologie? Et en fait, je pense que c'est vraiment mon expérience là-bas, sur un sujet, qui pourtant, encore une fois, le sujet médical est profondément humain et profondément dans la relation corporelle, m'a fait comprendre que on devait même, c'était même pas on pouvait, on devait utiliser la technologie, pour donner une sorte de dimension supplémentaire à la dimension médicale, pour être encore plus, efficace. Donc, je pense que c'est vraiment mon passage, aux US. Si j'avais commencé ma carrière en France, et si j'avais fait toute ma vie professionnelle en France, je suis pas sûre que je l'aurais vécu de la même façon. Tu parles des États-Unis où tu as vécu 10 ans, tu parlais de la Suisse, tu parles de la France évidemment. 3 pays si on revient à nouveau sur cette crise sanitaire que l'on vit, qui ont quand même, appréhendé cette crise totalement différemment. Quel regard toi tu portes sur ces trois pays que tu connais très bien? Alors, pour avoir été même au milieu, je dirais, du sujet de la santé aux États-Unis, ce qui est en train de s'y passer, d'une certaine façon, c'était une évidence. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de couverture publique, c'était une évidence que tout le monde n'étant pas couvert, le jour où il arriverait quelque chose de vraiment catastrophique et grave, bah, il y a pas d'assurance CatNat, quoi. Donc les gens se retrouveraient, tout seuls avec eux-mêmes, et que même ceux qui avaient des assurances, si ça coûtait vraiment cher, genre, 35 000 pour un traitement, de même quelques jours en réa, et bah, il faudrait y faire face. Donc, le entre guillemets, l'incapacité à résister à une pandémie, parce que tout le monde n'est pas couvert, et que même ceux qui sont couverts ne sont pas couverts suffisamment pour faire face à une pandémie, entre guillemets, c'était écrit, c'était évident. Mais comme je pense que, je m'étais pas projetée, je pense que le monde de l'assurance ne s'était pas projeté sur, la réalité de la possibilité d'une pandémie, bah, ça a choqué personne, en fait. Donc, est-ce que demain, aux États-Unis, on pourra continuer à faire de l'assurance santé comme ça? Hem, voilà, quand ça aura mis à jour la vulnérabilité du système, je suis pas sûre. Ils ont un vrai sujet
de, de mise en perspective de l'intérêt économique versus la vie, en fait, la protection de la vie. Donc, bon, ça me désespère un peu quand même, enfin, même beaucoup, parce que mes enfants, ils sont nés là-bas, ils sont américains. Je me dis, waouh, c'est quand même pas, c'est quand même pas top comme exemple pour eux. Bah, l'exemple français, je pense, hem, il, il, heu, il montre que quand même, quoi qu'on en dise, l'expertise médicale française, l'énorme, capacité de nos chercheurs, de nos médecins font que, bah, voilà, on a fait face au mieux, mais beaucoup en fait, entre guillemets, à l'énergie, au physique, à l'huile de coude médicale, en fait, à la surmobilisation. Parce que, ouais, les infrastructures médicales en France, elles sont pas, voilà, elles sont pas toujours, dernier cri, au meilleur de l'environnement de travail ou voire de la technologie. Donc, je pense que la structure médicale, elle a accompli un truc incroyable par la force, la générosité et l'engagement humain de, des personnels soignants et paramédicaux, hein, et tout confondu. Donc, je pense que quand même, il va pas falloir recommencer comme avant. Il va y avoir des endroits où il va falloir investir et réinvestir. La crise a quand même montré de façon flagrante des endroits de sous-investissement ou des endroits de délocalisation de production médicale essentielle, et cetera. Et sur la Suisse, alors c'est un pays, dont la rigueur de comportement, le respect des règles, a fait, on va dire, plus que leur réputation. Donc eux, c'est pas comme, heu, c'est pas comme les Américains, quand on leur dit: «Il faut se confiner», ben, on va se confiner et puis on va pas bouger, en fait. Et donc là, c'est drôle, à travers une crise, on voit, les fondements d'une culture de pays, en fait, les principes qui sont au cœur de l'éducation. Bah, les US d'un côté et la Suisse et la France de l'autre. C'est marrant, on voit les principes culturels de base. Tu parlais par rapport à l'éducation, à l'enseignement, tu parlais d'apprendre. Pendant ces dernières semaines, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Peut-être la première chose, c'est que donc ça c'était une des premières choses, peut-être. Je pense que quand même, même si j'avais l'intuition d'une sorte de champ des possibles incroyable sur le fait que la technologie pouvait permettre d'apprendre différemment, pour les enfants, j'ai réalisé, alors c'est une évidence aussi maintenant que je me le dis, mais que tout ça, c'était totalement transposable à l'apprendre des grandes personnes, en fait, c'est-à-dire à la formation. Et que la EdTech, elle est aide au sens, pour les enfants, mais finalement, elle est, executive education, ou elle est formation, ou elle est, voilà, apprendre pour les grandes personnes, et même type de technologie, sans doute aussi pour certains trucs, même chose même principe d'apprentissage. On va pouvoir, et si en plus le télétravail devient la norme, on va devoir totalement réinventer l'apprendre en entreprise. Et là, voilà, c'était un sujet qui m'intéressait un peu, mais que je regardais de vachement loin. Je pense qu'il y a un champ énorme, à recomposer, à la fois des nouvelles technologies, des nouvelles méthodologies, hem et de capitaliser, en fait, sur peut-être ce qui aura été développé aussi pour certaines choses pour les enfants, pour les grands. Et concrètement, alors, que si tu as 1 ou 2 exemples de choses que tu as appris ou que tu as lu récemment? J'ai lu un livre, qui, qui entre guillemets peut-être dit, «Oubliez ce que vous avez appris et soyez capables de vous, réinventer». C'est un bouquin qui s'appelle, Disruption de Stéphane Mallard, qui est prof, à Sciences Po, et qui reprend par plein d'exemples, le fait que, c'est pas juste une mode, c'est pas juste, une tendance, que le sujet de la disruption, et que, il faut, comment dire? L'accueillir et se l'approprier. Et donc, il donne plein de, comment dire? Plein d'angles, et que, j'ai essayé de décliner à la fois sur la santé et sur l'éducation d'ailleurs. Donc il parle beaucoup des assistants virtuels, et les assistants virtuels, c'est très intéressant dans la dynamique santé et dans la dynamique, éducation. Il parle beaucoup du fait qu'il faut prendre des sujets compliqués, monkey first, comme disent les gens de Google, monkey first, des sujets compliqués pour les traiter plutôt que de commencer par les trucs faciles. Et qu'il faut être capable, au-delà de tout ce qu'on sait et qu'on a
appris à regarder les choses et le monde différemment. Donc je parlais vachement, parce que ça fait bien aussi dans le monde de l'entreprise, transfo, disruption, mutation et cetera. Là, je me dis que j'ai peut-être appris à le regarder différemment. Tu disais tout à l'heure, par rapport au monde de la santé qui pouvait être vu comme un marché. Là, quand tu parles de l'éducation aussi, c'est vrai qu'en France, quand on dit éducation, en fait, c'est éducation nationale, donc c'est éducation pour les enfants ou pour les jeunes étudiants. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant, c'est-à-dire que l'éducation, et en fait, c'est toute sa vie. Et c'est peut-être ça aussi, tu parlais aussi de disruption, c'est-à-dire que là, on vit dans un monde où on va être amené finalement à s'adapter toute notre vie, s'adapter à des pandémies, s'adapter à des changements, s'adapter à des crises, s'adapter à des nouvelles, à des innovations qui doivent nous permettre, qui doivent en fait nous amener en permanence à nous former. Et alors ça je pense alors c'était sans doute, enfin encore une fois une évidence, mais pas quelque chose que j'avais vraiment réalisé au fond de moi-même quoi. C'est que, oui, il y avait l'éducation des petits, il y avait le primaire, le secondaire, il y avait le lycée, il y avait, il y avait les prépas, il y avait l'enseignement supérieur, il y avait les écoles, il y avait la formation continue et en fait, pour moi, c'était des boîtes côte à côte. Chacune avec sa propre spécificité et entre guillemets, la vie, c'était l'histoire de passer d'une boîte à l'autre. Voilà, du primaire au secondaire, du secondaire au supérieur, et ensuite à l'entreprise avec un autre type de formation et en fait, ouais, ce que j'ai vraiment mais découvert, je pense, profondément, au-delà d'intellectuellement. Je fais vraiment une différence entre ce que j'apprends en lisant et intellectuellement et ce que j'apprends profondément parce que finalement, je réalise comme une sorte d'illumination que ouais, c'est vrai, en fait, c'est pas du tout, théorique, c'est vrai et qu'en fait, tout ça, c'est pas un continuum. Je voyais ça comme un continuum sur une flèche, en fait. C'est pas un continuum, c'est pas des morceaux les uns à côté des autres, c'est un tout et que la partie qui est centrale, c'est pas de passer d'une boîte à l'autre, c'est d'être, effectivement une personne apprenante, enfin un être apprenant et surtout qui a la curiosité et l'envie, que ce soit d'apprendre à compter, jusqu'à, apprendre l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. Parmi les personnes qui t'ont transmis ou qui t'ont appris des choses, hem, est-ce que tu penses à une personne en particulier qui t'a vraiment marqué dans toute ta vie? Quelqu'un qui t'a marqué dans ce qu'elle a pu te transmettre? Alors en fait, c'est 3 personnes qui sont, 3 facettes, d'une même chose en fait. C'est mes 2 grands-mères et la grand-mère de mon mari, la seule grand-mère de mon mari que j'ai connue, qui avaient, chacune des personnalités extrêmement fortes. D'abord qui avaient toutes été des femmes actives, ce qui, je veux dire à l'époque de grand-mère était pas forcément une évidence. Et chacune dans leur contexte économique, voilà, dans leur contexte social, une orpheline, une, dans un environnement, on va dire, éducatif ultra poussé, donc faisant normal sup à une époque où des femmes qui faisaient normal sup, il y en avait quand même très, très peu et donc chacune, m'a appris, d'abord, à pas avoir peur d'être une femme, pas avoir peur à vouloir, et apprendre des choses et être, au cœur de l'économie. Et voilà, pour moi en fait, c'est une sorte de grand-mère qui est, l'association de ces 3 grand-mères que j'ai eues, qui m'ont chacune, en fait, appris quelque chose. Mais en tout cas que, voilà, qu'on a plein de choses à donner, plein de choses à apprendre et que quand on est une femme, on peut être au cœur de la société et pas juste à côté. Aujourd'hui, tu es maman, tu seras peut-être un jour grand-mère. À tes petits-enfants, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre? Qu'est-ce que tu aurais, si tu avais une idée, une valeur principale à transmettre, ce serait laquelle? Alors, c'est drôle pour avoir, beaucoup parlé du numérique et du fait que je pense que c'est fondamental et cetera. Pour moi, il y a une chose qui est vraiment, c'est presque une religion, je sais pas, c'est quelque chose qui est très profond chez moi, c'est la lecture. Alors que encore une fois, je suis accrochée, gluée à mon téléphone, à mon ordi et cetera. J'adore lire, heu et je pense que mes enfants doivent être dans les enfants, comment dire? Qui dans
toute leur génération, ont le plus, entre guillemets «développé» cette passion de la lecture. À la maison, dans toutes les pièces, il y a un mur de livres. Donc, bon, dans le salon, il y en a même 2. Dans notre chambre, il y en a un très grand et dans chacune des chambres des enfants, il y a un mur de livres et de temps en temps il y en a même par terre, enfin, il y a des livres partout et de temps en temps avec mon mari, on dit: «Non mais là, il faudrait en jeter», et bon, lui, ses 2 parents étaient profs de lettres, ses 2 grands-parents étaient profs de lettres, donc il peut juste pas, jeter un livre. Et le papier, beaucoup de gens disent: «Mais pourquoi tu les prends pas en numérique?» Mais non, moi je peux pas. Donc je pense que s'il y a une chose que j'aurais un plaisir infini à faire, c'est d'abord à leur lire, si un jour j'ai des petits-enfants, leur lire des livres et ensuite leur apprendre à lire et ensuite les voir lire. Ça, je pense, c'est la plus belle chose dans la vie. Qu'est-ce que ça te procure de lire? Pour moi, c'est une sorte de, de temps suspendu parce que quand je fais quelque chose, presque tout le temps, je pense à autre chose. Je fais un gâteau au chocolat, je pense au fait que j'ai pas fini, un rapport. Je fais le supermarché, j'ai réfléchi en me disant qu'il faut que j'amène la voiture à la révision. Donc quand je fais quelque chose, généralement, je fais 2 choses en même temps. Je sais pas pourquoi, c'est sans doute très mauvais, mais bon. J'ai beaucoup de mal à faire une chose, je pense toujours à quelque chose en même temps. Mais par contre, quand je lis, là, je suis pas capable mentalement de lire et de penser à autre chose en même temps. Parce que pour moi, le fait de lire occupe toute ma pensée. Et donc, c'est la chose la plus reposante pour moi, parce que c'est le seul moment où, c'est sûr, je peux pas faire autre chose en même temps. Tu parlais de temps suspendu, c'est une jolie expression. On a un peu l'impression que ce qu'on vient de vivre là, tous en confinement, c'était un peu ça aussi, en quelque sorte. Une sorte de temps suspendu. Ouais, c'était ce sentiment d'un temps unique. Moi, je suis sûre que qu'on n'oubliera jamais ce moment-là. L'autre jour, mon fils aîné, il était censé passer le bac cette année et il a un peu d'humour et donc il disait: «Ah ouais, moi j'ai un truc super quand je grandirai, qu'on fera des séminaires et qu'il faudra que je dise: "Devinez quelque chose, est-ce que c'est vrai ou faux sur moi?" Je dirais: "Je n'ai jamais passé le bac"». Et c'était vrai, il n'aura jamais passé le bac. Il aura eu le bac, mais il n'aura jamais passé le bac. Et en même temps, lui, il en est super triste parce qu'il voulait, le stress de le passer, la joie de voir les résultats et tout, la fête avec les copains, mais bon, bref. Et donc, c'est vrai que je pense que alors lui, clairement, il l'oubliera jamais, et je pense que nous tous, on n'oubliera jamais ce moment-là. C'était le seul moment où en fait, ouais, c'est pas pour ça qu'on n'a rien fait, mais on n'a plus fait pareil. C'était pas pareil. Il y a une chose que tu devais retenir de ce temps suspendu, justement. Peut-être l'idée de la fragilité, en fait. Parce que, quand le temps est pas suspendu et qu'on court, qu'on court, qu'on court, qu'on pédale toujours plus vite, on réfléchit pas forcément, on avance, on a le sentiment d'avancer ou on n'avance pas. Hem et donc on n'a jamais vraiment le temps de réfléchir à la fragilité de ce qu'on a construit, du monde dans lequel on vit, de l'économie du pays dans lequel on est, de même de son corps, en fait, la fragilité de son corps lui-même. Et moi, je pense que c'est une des choses que je retiendrai, c'est que ça nous aura montré, grandeur réelle, mais alors vraiment grandeur réelle, qu'on est hyper fragile, en fait, et qu'en peu de temps, il peut arriver des trucs incroyables. Et souvent, il y a des questions qui sont posées lors des concours ou dans les concours d'école de commerce, c'est de dire tu te vois où dans 5 ans? Aujourd'hui, je pense que cette question-là, avec tout ce qu'on a évoqué, avec toutes les disruptions pardon, que nous vivons et que nous allons vivre, la question ce sera demain. Tu te vois où demain? Jusqu'à présent, j'étais toujours dans un secteur, celui de l'assurance pour la santé, et que finalement, peut-être que ce qui m'intéresse vraiment, et peut-être que j'aurais dû faire médecine en fait. Peut-être que ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la santé. C'est pas la dimension assurance de la santé, c'est plutôt la partie santé. Alors maintenant, c'est un peu dur, sans doute un peu tard, hein, pour repartir faire médecine. Mais, mais je me dis que je serais sans doute plus proche de du care justement, voilà, je me dis peut-être que je referai une thèse ou que je repartirai en partie dans l'enseignement, sans doute que je me rapprocherai du monde réellement médical et pas seulement du monde financier. C'est un peu bizarre, tout à l'heure on disait, être dans un entre-deux ou dans un temps en suspension. Quand on se dit qu'on peut soit continuer dans la même route professionnelle, soit prendre un virage, c'est fascinant puis ça fait peur en même temps.
Et là, je me dis: «Bah, voilà, peut-être que je vais prendre la même route et continuer ou peut-être que je vais carrément prendre un virage et faire un truc complètement différent». Et c'est pas, ça me ferait pas peur, en fait. Mais je reviens souvent enfin, encore beaucoup à cette histoire d'utilité. J'aimerais vraiment faire un truc, en anglais, on dit, si tu étais, toi-même devant ta propre tombe et à ton enterrement, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent? Et après tu marches en arrière, comme ils disent, tu marches en arrière pour, faire qu'ils le disent à ton enterrement, quoi. Et donc, là, je disais en plaisantant l'autre jour que je crois que j'allais écrire ma propre, oraison funèbre et qu'à partir de cette oraison funèbre, je me dirais, bah, voilà, en fait, c'est une évidence, ton prochain job, ton prochain engagement, ça doit être ça. C'est étonnant parce que c'est une question que je pose de temps en temps justement sur, ce serait quoi ton épitaphe? Et quelque part, il faut qu'elle dise, «J'ai été utile à quelque chose». Donc, bon, par exemple, depuis le confinement, j'ai repris un manuscrit que j'avais commencé à écrire pour écrire un roman. Je me dis: «Est-ce que être utile, parce que j'adore la lecture, c'est d'avoir écrit aussi quand même?» parce qu'être, un lecteur, c'est plus facile que d'écrire. Donc peut-être je devrais écrire. Voilà, peut-être que je devrais soigner, peut-être que je devrais faire quelque chose de différent. Donc, en tout cas, il faut que je trouve un truc qui à la fin, hem, peut-être la seule épitaphe, ça serait: «Elle a été utile». Isabelle, c'est quoi ton rêve éveillé? Ça serait de créer quelque chose. Heu, alors, est-ce que la création, ça sera créer une boîte? C'est possible. Et créer un truc, qui serve à quelque chose à des gens qui en ont besoin. Donc créer une boîte, créer, voilà, si la littérature est une création, utile, créer par là, heu, créer quelque chose, en fait. Faire quelque chose qui n'existait pas avant et qui restera après. Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitiants.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initiants est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin@portemire.com et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. À très vite pour un nouvel épisode.